Nous allons également recevoir un pharmacien et nutrithérapeute. Il est le fondateur de l'Académie de vie en action. Dans le cadre de la Journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre dernier, il vient nous parler de la prévalence de la maladie au Sénégal, de plus en plus chez les jeunes, ainsi que de son traitement. Nous avons le plaisir de recevoir le docteur Keba Tamba. Bonjour. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Alioune. Nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci. On va un peu parler de diabète aujourd'hui. Vous venez nous parler un peu de la journée mondiale du diabète qui s'est déroulée le 14 novembre dernier. Et on voit que le diabète, de plus en plus, atteint les enfants et même les petits-enfants. Donc, on se dit, vous êtes nutrithérapeute, vous êtes pharmacien. Vous avez une approche vraiment un peu différente. Vous avez une approche holistique. Vous dirigez une académie de vie qui s'appelle l'Académie de la vie en action. Comment vous voyez un peu cette prévalence du diabète, surtout chez les plus jeunes? Oui, merci, Alioune. Je pense que c'est encore une opportunité pour moi de revenir sur ton plateau pour parler de santé. Et aujourd'hui, le sujet que vous avez choisi est d'une importance capitale. Pourquoi capitale? Parce que, comme vous l'avez bien signifié, chaque année, il y a une journée qui est consacrée au diabète ou bien à d'autres types de pathologies, dites pathologies chroniques. Mon constat est que chaque année, on nous dit, OK, il y a tant de personnes diabétiques, la prévalence peut-être est à 10%, si on prend le cas du Sénégal, à Saint-Louis. On donne plus ou moins les causes qui peuvent justifier cette prévalence élevée du diabète au niveau de la région de Saint-Louis. Et généralement, je ne vois pas, moi, personnellement, derrière tout ce qui est fait pour que cette prévalence puisse être réduite et qu'on puisse éventuellement sauver même certaines personnes qui sont déjà malades. Tout à fait. Donc, je ne vois pas pour le moment, actuellement, l'impact de ce qui se fait lors de ces journées sur la baisse de la prévalence, mais surtout sur une amélioration de la prise en charge. Et c'est là aujourd'hui, comme vous l'avez si bien signifié, dans la nutrithérapie, on est plus, nous, dans la santé, dans la prévention. Et c'est là où on intervient par rapport au mode de vie de façon globale. Parce que comme vous le savez déjà, vous le disiez tout de suite, même chez les enfants aujourd'hui, on commence à constater cette problématique du diabète. Précocement même, avant 10 ans des fois, on voit des enfants qui commencent à diabétiser. Et ce n'est pas le diabète de type 1 qui est une malformation un peu? Non, à mon niveau, je ne pense... Et quand c'est le diabète de type 2, là, c'est plus non, même chez les enfants aujourd'hui, c'est ce que je dis souvent dans mes interventions. Regardez le mode d'alimentation des enfants. C'est un mode d'alimentation constitué essentiellement à l'une d'aliments hyper sucrés. Tout à fait. Ces enfants sont en surpoids et en obésité avant même 10 ans. Et vous savez, l'un des facteurs de risque du diabète, c'est l'obésité et le surpoids. Donc ces enfants avec cette corpulence qui dépasse leur âge, dans la majorité des cas, vous font un diabète des adultes, pas un diabète des enfants. Malheureusement, avec l'âge, on les classe comme étant des diabétiques insulinodépendants. Mais dans la pratique, on se rend compte, et quand vous discutez avec les parents, vous vous rendez compte de la gravité même, ou bien de la responsabilité des parents dans la survenue du diabète des enfants. Quand vous voyez un enfant depuis le matin jusqu'au soir, tout ce qu'il consomme, c'est des aliments non seulement transformés, ultra transformés avec énormément de sucre. Rien que les sodas, regardez la quantité de sucre dans les sodas. L'enfant qui commence le matin dans son petit déjeuner, du chocolat. Je ne veux pas parler de ça parce que quand je discute des fois avec des enfants diabétiques, il y a une marque qui revient et qu'on retrouve dans les maisons qui est en train de détruire la santé des enfants. Donc, moi, je ne suis pas dans cette logique de dire enfant, diabète de type 1. Non, je dis cherchons à voir déjà. Dans le comportement, on se rend compte que c'est un enfant qui avait des habitudes alimentaires, malheureusement, qui l'ont conduit à un surpoids ou bien à une obésité. Mais forcément, dans ces terrains d'obésité et de surpoids, on évolue directement vers ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Cette résistance à l'insuline conduit automatiquement au diabète. Donc tout est dans le mode de vie et dans l'alimentation actuellement. Et c'est là où, pour moi aujourd'hui, s'il y a des politiques à instaurer, c'est comment permettre à toutes les populations de comprendre que s'il y a un combat à mener, c'est le combat contre le surpoids, le combat contre l'obésité et aussi le combat contre l'état d'esprit. Ça aussi, je pense, c'est un élément sur lequel on doit intervenir pour que les gens comprennent que l'orientation que nous avons aujourd'hui, les choix que nous faisons aujourd'hui,
les habitudes que nous développons, malheureusement, dans la majorité des cas, sont des comportements, un mode de vie qui nous détruit à petit feu. Et c'est ça qui concourt à l'explosion de ces maladies dites chroniques, dont le diabète. Parce que, comme vous dites, c'est des maladies dites chroniques, parce que, bon, parfois, dès qu'on n'a pas de solution, on dit que c'est chronique. Mais est-ce que, dans la réalité, on parvient à pouvoir renverser la tendance? Est-ce qu'un enfant qui est mal parti comme ça, est-ce qu'on a... Parce qu'on parle des enfants, mais c'est valable pour tout le monde. Hein? C'est valable pour les adolescents, les jeunes adultes, les adultes. Voilà, tout le monde, je pense, à ce problème-là avec le diabète. Oui, le problème... Est-ce que c'est réversible? Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est... Regardez à l'une comment on annonce la maladie à quelqu'un. Dès le premier diagnostic, on dit, OK, vous êtes diabétique, c'est une maladie à vie. Ne perdez même pas votre temps. Sachez que vous êtes obligé de prendre vos médicaments. Ouais, Rien que cette façon de parler, absolument. Mais ça pose un problème. Tout à fait. Les gens se retrouvent dans une situation où peut-être ils se disent, j'ai même pas un combat à mener pour retrouver ma santé. D'autant plus qu'on me dit que c'est pour toute la vie. C'est perdu d'avance. Je deviens passif par rapport à ma propre santé. Tout à fait. À une maladie qui est directement liée à ton alimentation. Si tu changes ton alimentation, tu changes ton mode de vie, tu parviens à corriger ces paramètres. Normalement. Et c'est là où moi j'ai aujourd'hui une différence d'approche. Et ça se constate exactement dans ce que je fais. Il faut permettre à la personne d'avoir même de l'espoir. Lui dit non, attends, il y a une possibilité. Et en discutant avec la personne, on l'aide à assumer ses responsabilités. Si j'étais, par exemple, je suis devenu obèse parce que tous les jours je consomme une bouteille de soda. Tous les jours, je suis dans une alimentation hyper sucrée. Mais si le diabète me rattrape en cours de processus de vie, et que je comprenne que c'est parti de moi. Et le fait qu'on mette la personne devant ses responsabilités, mais va l'aider si on lui dit, tu as une chance en changeant de mode de vie, que la personne s'engage à dire non, c'est ma santé. Je m'engage à reprendre ma santé à main. Et là, ça devient plus facile de l'accompagner parce qu'il y a des choses juste à retirer. Dès qu'on les retire, la personne accepte avec détermination, mais on arrive à des niveaux de monitoring où on n'a même plus besoin de médicaments pour corriger la glycémie. Donc c'est réversible. Tout dépend de la personne, de sa détermination, mais de la compréhension que la personne aura par rapport à sa responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Parce que pour moi aujourd'hui, il faut qu'on arrête d'être passif par rapport à notre santé. Redevenons des acteurs principaux. Que chacun comprenne que ta santé, Alioune, c'est ton combat personnel. Ta santé, c'est son combat personnel. Ma santé, c'est mon combat personnel. Il faut que je m'investisse. Dieu nous a confié ce corps-là pour qu'on s'en occupe. Exactement. Et la chose qui est essentielle dans notre corps humain et qui est responsable de cette santé, c'est notre cellule. Prenons soin de nos cellules. Nettoyons notre organisme. Donnons-lui les possibilités de nous assurer une santé de qualité, mais il le fait avec beaucoup de plaisir. Mais si on est là, avec des choix alimentaires, sans conscience, parce que peut-être pour moi, c'est parce que les gens n'ont pas, malheureusement, eu une éducation nutritionnelle, une éducation alimentaire. C'est ça le gros problème. Et ça, je le dis, même nous qui avons fait des études médicales, malheureusement, on n'a pas appris l'alimentation, qui se trouve aujourd'hui être un pilier fondamental dans la gestion de la santé. Donc, si on n'a pas reçu cette formation, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre ou bien savoir sur l'impact de l'alimentation sur la santé, sur l'impact de l'alimentation sur l'évolution des pathologies? Et c'est ça le gros problème. Et c'est pour ça que je dis, le gros problème des diabétiques aujourd'hui, c'est leur alimentation. Parce qu'ils sont entretenus ou bien maintenus dans une alimentation qui continue à mettre du sucre tous les jours dans l'organisme. Alors que l'organisme a déjà montré sa défaillance, ses limites par rapport à ce métabolisme du sucre. Tout à fait. Un organisme qui n'est plus capable de gérer le sucre et tu continues tous les jours à ingérer du sucre, mais ta situation ne va jamais s'améliorer. Je pense que Diabo est très attentive à ce que vous dites. Oui, oui, docteur. Bonsoir. Effectivement, je suis d'accord parce que je pense que même vous avez répondu à une partie de la question. Le problème de nos sociétés aujourd'hui, c'est la malbouffe, comme les problèmes de l'alimentation, et c'est aussi la sédentarisation. Maintenant, mais comment communiquer au plus grand nombre? Justement, moi je pense que c'est là que se trouve la difficulté. Parce que si aujourd'hui les gens n'ont aucune connaissance de l'alimentation, de quoi manger, de quoi donner, de quel aliment donner à ses enfants, mais comment aussi les gens peuvent lutter pour leur santé? Moi, c'est là que se trouve ma préoccupation. Oui, je pense que c'est la pertinence de l'invitation d'aujourd'hui, parce que Aline le sait, moi aussi, je suis dans mon orientation, je fais énormément de formations
destiné directement aux populations parce que je sais que c'est là où peut-être l'impact sera beaucoup plus important. J'organise énormément de choses au cours desquelles je fais de l'éducation nutritionnelle. Je montre aux gens comment fonctionne le corps humain, de quoi il a besoin, et allons-y chercher ses besoins pour pouvoir couvrir. Et c'est là où peut-être, comme je le dis, le plus important, c'est d'aller vers l'information. C'est une question d'information. Et chacun aujourd'hui a la possibilité de disposer de cette information. Aujourd'hui, la connaissance, elle est démocratisée. Et c'est là où je reviens toujours sur un message. C'est Djabou. La santé, ce n'est pas la médecine. Il faut qu'on fasse cette différence-là. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, de bien-être mental et de bien-être social. Ça, ce n'est pas à l'école de la faculté de médecine que tu vas l'apprendre. Donc, n'attends pas que ton médecin te conseille sur le plan de ta santé. La médecine s'occupe de maladies. Donc, quand on revient maintenant sur la santé, c'est une obligation pour chaque personne de s'informer, d'aller chercher pour comprendre exactement qu'est-ce qui doit bâtir ma santé. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, c'est démocratisé. Partout aujourd'hui, l'information est disponible partout. Mais l'essentiel, c'est de comprendre, comme il a dit, Dieu a créé l'humain de la meilleure des façons. On a un mode de fonctionnement physiologique, on doit aussi adapter notre alimentation par rapport à ce fonctionnement. Et pour revenir sur la malbouffe, ce n'est pas un problème uniquement sénégalais, c'est un problème mondial. Regardez aux États-Unis aujourd'hui. L'obésité et le surpoids, c'est une pandémie. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de souffrir de ce virus. Parce que c'est des organismes complètement affaiblis. Nous avons aussi aujourd'hui cette prévalence de l'obésité qui commence à augmenter. Je taquine souvent les dames à l'une. Est-ce que vous savez que l'une des classes thérapeutiques qui est plus consommée dans les pharmacies, c'est des produits qui font grossir? C'est pas possible. Ah bon? Oui. Les filles sont à la recherche de cette classe thérapeutique. Parce que socio-culturellement, on pense qu'une femme doit être en forte corpulence. Quand tu es dans un ménage, tu commences à maigrir, on se dit, OK, il y a des problèmes dans le ménage. Parce que nous avons cette perception selon laquelle la santé, c'est la forte corpulence. Non. Donc, ce sont ces messages, cette éducation qu'on doit peut-être apporter à la population pour que les gens arrivent à comprendre. Quand je suis en forte corpulence, j'ai déjà un problème de santé. Il faut que je corrige ce problème. Sinon, toutes les pathologies dites chroniques, même si moi je refuse ce mot chronique, le diabète, l'hypertension, le cancer, les maladies articulaires, le facteur de risque, c'est le poids et l'obésité. Donc, dès qu'on corrige son surpoids, on corrige son obésité, mais on règle toutes les maladies métaboliques. Absolument. Donc, la meilleure prévention contre ces pathologies, c'est de prendre soin de son corps pour ne pas être en surpoids. Absolument. Moi, j'ai une petite question. C'est par rapport à l'alimentation des enfants. Oui. Parce que, par exemple, aujourd'hui, pour le goûter, quoi leur donner? Parce qu'on veut leur donner de la bonne alimentation. Mais qu'est-ce que vos mamans vous donnaient avant? Est-ce que vous preniez toujours les produits ultra transformés? Parce que ça aussi, c'est la facilité. C'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux. Lui, c'est très sérieux sur lequel... Allez-y, finissez. Un problème très sérieux sur lequel je suis en train de réfléchir, la meilleure approche à apporter pour qu'on puisse quand même aider les parents. Mais je dis, ça ne peut pas être un problème isolément réglé. Je donne un exemple très simple. Votre enfant aujourd'hui, vous avez peut-être reçu l'information qui va vous aider à améliorer son goûter, par exemple, à l'école. Mais cet enfant qui arrive dans l'école, avec ses enfants, avec ses amis... Il échange. Non seulement il échange, mais il est tenté par les aliments que ses amis ont apportés. C'est ça. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on arrive soit à prendre des écoles pilotes dans lesquelles on discute avec les parents. Mais surtout discuter avec les enfants, docteur. Parce que les enfants, c'est facile. Parce que les enfants, parfois, les parents pensent que les enfants ne comprennent pas, alors que les enfants comprennent tout. Ils sont très intelligents. Il faut leur dire que cette alimentation n'est pas bonne. C'est ça, c'est cette alimentation qui est bonne. Et ils vont aller prêcher même au niveau de leurs amis et leur dire que non, moi, je ne mange pas ceci parce que ce n'est pas bon pour la santé. On n'interdit pas, on communique. Dès qu'on montre à l'enfant le danger qu'il y a à manger, par exemple, des boissons, des biscuits, de la sucrerie, par rapport même à sa dentition, il comprend. Et là, il faut facilement je pense qu'il a un mot à dire. Oui. On est ce que l'on mange. Absolument. On est aussi comment on vit. Absolument. C'est le mode de vie, l'alimentation que nous faisons. Absolument. Bon. Vous savez, pour diffuser ça, vous pouvez faire des émissions, effectivement, dans les radios, j'allais dire, en langue nationale. C'est pour atteindre le maximum de personnes au sein de la population. Je dis qu'il y a des choses
qui sont tellement ancrés dans les habitudes qu'à mon avis, le règlement se fait à très long terme. Et pour cela, il faut passer à l'éducation de l'école maternelle. C'est-à-dire, il faut que les dirigeants prennent conscience qu'il y a des problèmes qui deviennent des problèmes sociologiques. C'est des problèmes de santé publique. Bon, quand c'est sociologique, il faut les mentalités. Les mentalités déjà marquées par certaines traditions pendant des années, c'est difficile de les changer. Parce qu'un enfant qui est vierge, qui vient à l'école maternelle, qui est à l'écoute, qui est curieux, qui est prêt à comprendre et à accepter ce qu'on lui dit, il vaut mieux le former à ce niveau-là. Rappelez, une alimentation qui est comme ça, ce vous dites là, on en fait des livres et des cours, obliger les instituteurs. Oui, moi je l'ai dit quelque part dans le livre là. Il y a des choses qui sont structurellement, c'est la mentalité. Quelqu'un qui a 30 ans, 40 ans, bon, il a des enfants, au lieu de veiller à leur alimentation, il ne comprendra pas. Parce que lui, déjà, il y est, il ne voit que ça. Tout à fait. Donc, il faut que l'enfant reçoive un autre message. Tout à fait. Vous voyez. Et même pourquoi pas faire comme avant, dans certaines écoles, avant, on distribuait des goûters, mais des goûters qui sont bien choisis. Ce que je voulais dire, même au docteur Tamba, par rapport à ce que dit Diabou, je pense que peut-être que vous devriez faire des lunchbox, comme on dit, c'est-à-dire que, parce qu'elle, ce qu'elle se dit dans sa tête, c'est qu'est-ce que je vais donner à mon enfant. Proposer des lunchbox, dire que voilà, c'est ça qu'il faut mettre dedans. Pour l'enfant, pour qu'il l'amène au goûter, comme ça, voilà. Oui, en fait, je suis dans cette réflexion depuis plus de 2 ans. Donc, pour moi, aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un problème global qu'on doit plus ou moins gérer. Il faudrait déjà qu'il y ait des structures d'accueil qui vont accepter déjà qu'on les accompagne. Et dans cet accompagnement, maintenant, c'est dans la communication qu'on va leur dire exactement, pour le goûter, voici les aliments qui sont appropriés. Vous allez, par exemple, dans certains pays, ou en Europe, bien dans certains pays, il y a des écoles pilotes dans lesquelles vous ne verrez jamais de soda. Toute l'alimentation des enfants a été modifiée, on l'a vu automatiquement. Même sur le niveau d'intelligence, madame, c'est lié à l'alimentation. La concentration des enfants, c'est lié à la qualité même de leur petit déjeuner. Donc tout ça, si je dis, c'est un ensemble de programmes. Mais je n'attends pas d'arriver à ce niveau. Moi, individuellement, je commence à faire ce travail. Absolument. Jusqu'à ce que peut-être demain, on aura peut-être des gens qui sont dans une orientation de santé globale, qui vont comprendre, comme il l'a dit, qu'on essaie déjà, dès le bas âge, à instaurer un programme nutritionnel dans l'enseignement pour que les enfants comprennent. Rien que le fait de connaître que l'alimentation qui te soigne s'appelle l'alimentation vivante, mais ça, quand un enfant met cette dénomination, bien cette terminologie dans sa tête, mais il va te bombarder tous les jours. Maman, alimentation vivante. Parce qu'il aura appris ce que c'est une alimentation vivante. D'autant plus qu'on vous a appris en médecine que votre alimentation soit votre médicament. C'est ce que Hippocrate a dit. C'est ça que j'essaie aujourd'hui, moi, de mettre en pratique. Et la nutrithérapie, c'est exactement ça. Soignons-nous avec ce que nous mangeons. Et faire le soin à partir de l'alimentation, c'est d'aller chercher des aliments vivants dans lesquels on va retrouver ce qu'on appelle des enzymes, des vitamines, des micronutriments qui sont essentiels à fonctionnement de notre cellule. Parce que dès que vous dépassez 40 degrés de cuisson, tous ces éléments utiles pour nos cellules ne sont plus là. Et la conséquence, vous vous gavez d'aliments qui n'ont aucun intérêt. Et peut-être que du sucre qui va maintenant favoriser le surpoids, l'obésité et toutes ces pathologies. Oui, juste rapidement. En Europe maintenant, il y a des pays, notamment en Angleterre, même en France, existe. Maintenant, ils taxent tous les produits sucrés à un certain niveau. Ils payent une taxe très forte pour que ces produits deviennent très chers et que les gens n'en consomment plus. Oui, tout à fait. Oui, chez moi, quand je vois par exemple des charretiers qui sont les quartiers et qui ont des blocs de soda, qui traînent et qui déposent de boutique en boutique, je dis ça sont des marchands de diabète. Exactement. Tout à fait. Tierno. Bonjour, docteur. Bonjour, Tierno. Merci de venir à cette émission. J'avoue que je ne connaissais pas l'Académie La Vie en Action. Je ne connaissais pas un peu ce que vous êtes en train de faire. C'est une très bonne chose parce que pour moi, les maladies chroniques sont des problématiques de santé publique. Et il faut très rapidement s'occuper de cela parce que ça y va de la pérennité même de notre peuple. C'est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi une dynamique holistique. C'est-à-dire, c'est bien ce que vous faites. Parce que quand vous entendez parler, vous êtes déterminé. Vous êtes vraiment sincère dans votre démarche. Vous voulez changer les choses. Mais je pense qu'à un certain niveau, il faut un appui. Et l'appui, c'est le centre d'impulsion, c'est l'État. Parce qu'aujourd'hui,
il faut que les moyens soient mis. Et les moyens, ce n'est pas juste des ressources financières, mais c'est comme M. Amodi l'a dit tout à l'heure, c'est des moyens pédagogiques, c'est des moyens, comment dirais-je, d'éducation. C'est en tout cas beaucoup de disciplines ou beaucoup d'outils qu'il faut utiliser ou beaucoup de leviers sur lesquels il faut appuyer pour régler cela. Je pense que c'est plus que jamais primordial parce qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, les enfants ou en tout cas les modes culinaires ou les modes de consommation de notre société ou de nos sociétés en général, ça devient très dangereux. Alors moi, ma question c'est aujourd'hui, on est dans une dynamique de mondialisation, d'accord. Aujourd'hui, les échanges, on ne peut plus les arrêter. Tous ces produits-là, en général, nous viennent d'ailleurs. D'abord parce que vous êtes quelqu'un qui vous intéresse au développement personnel. Ces produits viennent d'abord dans notre subconscient, nous agressent par le canal des médias, par le canal de la communication, une digitalisation en outrance. Donc ces enfants-là se retrouvent très tôt agressés. Et on met ils sont conditionnés. Ils sont conditionnés. Cette nourriture-là, on les met devant, sous leurs yeux. Ils n'y peuvent rien. Alors, aujourd'hui, pour moi, la parade, si vous voulez, ou en tout cas, pour changer cette donnée, la contrebalancer, il faudrait peut-être une nourriture ou bien en tout cas des modes d'alimentation endogènes. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut des recherches dans nos sociétés, dans notre faune, etc. Quelles sont les potentialités qu'on peut mettre en avant aujourd'hui? Parce que quand je prends par exemple l'exemple de M. Lee qui a 8 ans est capable de se perdre dans la forêt, en très bonne santé, si on prend l'exemple de certaines alimentations dans les régions, etc., qui souvent marchent très bien, mais en zone urbaine, on a des consommations qui détériorent la santé. Et pourquoi on pense qu'on est dans une certaine bulle et qu'on va très bien? Pour moi, la solution, et là je convoque l'expert que vous êtes, est-ce que la solution n'est pas dans une recherche endogène dans notre faune, etc., pour proposer déjà à nos populations les alimentations idoines, mais après le reste du monde? Oui, en fait, je pense qu'on peut même ne pas aller dans la forêt pour chercher des aliments. Les aliments utiles sont là, présents, mais parce qu'on ne sait pas l'importance de ces aliments, qu'on s'oriente vers autre chose. Je prends un exemple très simple. Vous êtes sérère aujourd'hui. Au petit déjeuner, si je vous dis, OK, arrêtez de manger du pain, prenez-moi une banane. Ça déjà pose un problème à votre niveau. Parce que dans votre perception, déjà, vous pensez que cette banane ne peut pas vous rassasier. Et vous allez peut-être plus orienter votre focalisation sur l'estomac parce que vous pensez manger, c'est remplir l'estomac. Alors que non. Dès qu'on comprend le but de l'alimentation, pourquoi nous mangeons, ça change automatiquement les paradigmes. Et donc, les fruits sont là, mon cher ami. Et les fruits viennent de la forêt. Les légumes sont là. Ça vient de la forêt, bien sûr, mais il faudrait qu'on comprenne que je n'ai pas besoin, moi, d'aller jusque dans la forêt pour en trouver. Sur place même. Mais qu'est-ce qu'on constate dans les maisons? Même quand on prépare un repas, les légumes ne sont même pas consommés. Parce que culturellement, on n'est pas habitué, on ne sait pas qu'est-ce qu'un légume apporte à manger. En plus, ils sont cuits, donc c'est du sucre. C'est déjà du sucre. La façon même, par rapport aux dames, le mode de cuisson de ces légumes-là, mais ça détériore presque tout ce qu'il y a d'utile dans ces aliments. La question pour moi, c'est de l'éducation, de l'information, pour qu'on donne la possibilité à chaque personne de comprendre. Quand on mange, c'est parce qu'on recherche un but. Quel est le but qu'on recherche? C'est pour nourrir mes cellules. Parce que ce sont ces cellules qui doivent me garantir ma santé, ce sont ces cellules qui doivent me produire de l'énergie, ce sont ces cellules qui doivent me permettre aussi d'être dans un niveau de vitalité. Et pour revenir par rapport au diabète. Il faut que ce soit bon aussi, parce que toutes les papilles gustatives qu'on a mis dans notre bouche, il y en a plein dans le palais, sur la langue. Oui, il faut il a beaucoup parlé dans son livre de gustative. Je me suis dit, quand les sérères vont lire, et chaque fois qu'il dit bonne alimentation, il y a le côté gustatif dedans aussi.